Le pouvoir ne fait pas de bruit. Il s'exerce dans les décisions, les silences et les stratégies invisibles. Chaque jour, des règles non écrites influencent qui gagne, qui perd et qui reste dans l'ombre. Dans cette vidéo, nous allons explorer les principes clés du pouvoir, non pas pour manipuler, mais pour comprendre comment le monde fonctionne réellement. Comprendre ces lois, c'est éviter d'en être victime. Bienvenue sur Le Visionnaire. Et si on imaginait un instant un manuel qui décortique 3000 ans de stratégie humaine? Un guide où chaque conversation, chaque réunion, chaque interaction serait un coup sur un échiquier. C'est exactement la promesse des 48 lois du pouvoir de Robert Greene, un livre aussi fascinant que, disons-le, controversé. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ces mécanismes. Dès le début, le ton est donné. Pour Greene, le pouvoir, ce n'est pas juste un truc pour les rois ou les PDG. Non, c'est une quête universelle qui est juste souvent cachée derrière de beaux discours, de belles intentions. Et cette idée, c'est vraiment la clé pour comprendre tout ce qui va suivre. Alors attention, il ne faut pas s'attendre à un guide de développement personnel bienveillant. Non, ce livre, c'est une compilation brute de stratégies historiques. Greene est allé piocher dans 3000 ans d'histoire, des tactiques de Sun Tzu aux manœuvres de Machiavel, pour dessiner une sorte de carte des dynamiques du pouvoir. Allez, on commence avec un principe absolument fondamental. Dans l'arène du pouvoir, la perception est souvent plus importante que la réalité. Ici, l'apparence, ce n'est pas de la futilité, non, c'est une arme stratégique. La toute première loi est assez contre-intuitive en fait. Ne jamais faire de l'ombre au maître. Pourquoi? Parce que quand on surpasse un supérieur, on réveille son insécurité, ses doutes. La vraie habileté, c'est de le faire paraître plus brillant qu'il ne l'est. Et c'est comme ça qu'on transforme un rival potentiel en un allié précieux. Prenons l'exemple de Galilée. C'est génial. Plutôt que de crier sur tous les toits « Regardez ce que j'ai trouvé », il a utilisé ses découvertes pour glorifier ses patrons, les Médicis. En nommant les lunes de Jupiter les astres médicéens, il n'a pas surpassé son maître, non. Il a fait en sorte que son maître surpasse tous les autres. C'est subtil et c'est terriblement efficace. Ce courtisan du XVIIe siècle l'avait déjà parfaitement résumé. Être compétent, ça ne suffit pas. L'art de la présentation, de la mise en scène de ses propres talents, c'est tout aussi crucial. En gros, ce qui n'est pas vu, c'est comme si ça n'existait pas. Mais attention, ne pas éclipser le maître, ça ne veut pas dire devenir invisible. Au contraire, une autre loi insiste bien là-dessus, il faut attirer l'attention coûte que coûte. Parce qu'être ignoré, dans le jeu du pouvoir, c'est une sorte de mort sociale. L'histoire de P.T. Barnum est juste magistrale. Il est accusé à tort d'être un meurtrier. Il est sur le point de se faire lyncher. Et il transforme cette foule en colère en un public payant pour son cirque. La leçon, toute attention, même la plus négative, est une ressource. Mieux vaut être au centre d'un scandale que d'être complètement ignoré. Bon, maintenant qu'on a vu comment gérer son image, on passe au niveau supérieur, comment manipuler activement les autres. Là, il ne s'agit plus seulement de paraître, mais bien d'agir sur les émotions et les réactions de son entourage. Une loi très importante nous avertit, la colère, c'est un piège. La véritable stratégie, ce n'est pas de la ressentir soi-même, mais de la provoquer chez l'adversaire. Pendant que l'autre perd le contrôle, bout de rage, on garde la tête froide et on prend l'avantage. L'image ici illustre ça parfaitement. D'un côté, il y a le stratège, calme, objectif, tout est calculé. Et de l'autre, sa cible, complètement submergée par l'émotion, impulsive, vulnérable. Provoquer la colère, en fait, c'est tout simplement saboter la rationalité de son adversaire. Une autre approche, c'est de se rendre indispensable. L'idée, c'est de créer une dépendance tellement forte que se débarrasser de nous coûterait bien plus cher que de nous garder. Le vrai pouvoir, finalement, c'est quand les autres ne peuvent plus se passer de nos services. On voit ça très bien avec Michel-Ange et le pape. Sur le papier, c'est clair, le pape est le maître. Mais dans les faits, qui a le plus besoin de l'autre? Le talent unique, irremplaçable de l'artiste a complètement inversé le rapport de force. On en arrive à l'une des lois les plus froides, les plus dures du livre qui concerne la gestion des fauteurs de troubles. L'idée est simple et brutale. Une seule personne toxique peut contaminer, empoisonner tout un groupe. Et face à ça, la stratégie recommandée est radicale. Il ne faut pas négocier, pas argumenter. Il faut isoler la source du problème. L'idée, c'est que l'influence négative est comme un virus. Et la seule façon de l'arrêter, c'est de la couper à la racine. Et là, on arrive vraiment au cœur de la philosophie du livre. Le pouvoir le plus efficace, ce n'est pas la force brute, le coup de poing sur la table. Non, c'est celui de la subtilité, de l'action indirecte. Pour expliquer ça, le livre utilise une métaphore géniale, celle du joueur de billard. Le débutant, que fait-il? Il vise la boule cible et il tape droit dedans. Mais le maître, lui, il sait que le chemin le plus efficace est souvent indirect. Il s'agit de jouer en plusieurs bandes, comme on dit.
En agissant via des intermédiaires, en cachant ses véritables intentions, on atteint sa cible sans que personne ne puisse remonter jusqu'à nous. C'est tout l'art d'obtenir ce que l'on veut, tout en gardant une façade d'innocence totale. L'histoire du cheval de Troie en est vraiment l'exemple ultime. Pendant 10 ans, la force brute des Grecs s'épuise contre les murs de la ville. Et puis, une seule ruse, une seule action indirecte, un cadeau empoisonné. Et la ville tombe. Ça montre bien qu'une bonne stratégie peut être infiniment plus puissante que des années de confrontation directe. Ce qui nous amène à la question finale, la question centrale. Est-ce que ce livre est un guide pour manipulateurs cyniques ou est-ce que c'est un miroir un peu brutal mais honnête de la nature humaine? La réponse, en fait, elle n'est pas dans le livre, elle est dans le regard de la personne qui le lit, à chacun de se faire son propre jugement. Le pouvoir n'est ni bon ni mauvais. Il est simplement présent, que tu le comprennes ou non. La vraie force commence quand tu observes sans naïveté et agis avec lucidité. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, choisis une seule loi et observe comment elle s'applique autour de toi. Pour continuer à avancer et affiner ta compréhension du monde, pour recevoir le livre utilisé ici, abonne-toi, active la cloche et écris livre en commentaire. Le visionnaire